Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. À la une de votre édition ce soir, le navire Corsair de la Rémiti au fond de l'eau depuis 6 mois. Le port autonome prend les choses en main pour enflouer l'épave, même si l'identité du propriétaire n'est pas tout à fait claire. À 3 jours du premier tour des élections territoriales, les drapeaux plus que jamais de sortie. Les militants se lèvent tôt et mettent l'ambiance sur les ronds-points et bords de route. Nous le verrons sur la côte est de Tahiti. 4e face-à-face de nos journaux télé ce soir. La question de l'évolution statutaire a été tirée au sort. René Temeharo du Tapura Huiratira sera face à Jacques Briand de la liste Heiura les Verts. Nous aborderons 1 ou 2 questions d'actualité, bien sûr. Et puis nous prendrons la température du côté de Pir'e pour le challenge de Polynésie en volleyball. Une 20aine d'équipes s'affrontent, dont une 12aine des archipels. Il a coulé il y a 6 mois maintenant. L'ancien Rémiti Corsair est toujours couché sur son flanc droit dans les profondeurs du port de Papeete. Le problème, c'est qu'un doute subsiste sur l'identité du propriétaire. La compagnie Rémiti l'aurait vendu il y a 5 ans à l'armateur Frankie Vong. L'affaire est devant la justice. En attendant, le port autonome prend le relais pour sécuriser le navire et le renflouer. Derrière tout ceci, la question des bateaux épaves. Stéphane Ratino, Patrick Tinsing. Pas un jour sans que cette partie du port ne soit auscultée. Depuis 6 mois, l'épave du Corsair s'offre comme un casse-tête à la direction du port. L'inclinaison du bateau, au plus bas 37 mètres de profondeur, au plus haut 9 mètres, et surtout l'impossibilité de savoir exactement ce qu'il contient. Les plongeurs ne peuvent pas rentrer. Le propriétaire, dont le nom est juridiquement incertain, n'a pas fourni d'inventaire. Quand le vent se lève, il y a une odeur de pétrole, mais pas de risque. 4 analyses d'eau ont été faites depuis le naufrage. Il y a des écoulements d'hydrocarbures, effectivement, mais ça reste en delà, par exemple, des normes de rejet d'un séparateur d'hydrocarbures. Un diagnostic a été établi, on sait exactement comment est couché le bateau, on sait maintenant exactement comment on va retirer l'épave et les travaux devraient commencer à la fin de cette année. Démonter, ce sera un défi. 800 tonnes métalliques sous l'eau. Il faudra utiliser du matériel non disponible sur le territoire. Une facture, plus de 300 millions de francs. Alors le port traque les bateaux sans usage. Un inventaire est en cours. Il y a les épaves, les abandons. Et l'addition de toutes ces embarcations approche la 30aine d'unités. Pour l'autorité portuaire, il n'est pas facile d'agir. Le bateau est une propriété privée. Conséquence, des délais qui s'allongent dès lors que les propriétaires font la sourde oreille. Il y a beaucoup de mises en demeure qui ont été prises. Dès qu'on recense en fait une épave ou un navire abandonné, une mise en demeure est envoyée au propriétaire connu. Et le propriétaire répond souvent ou est-ce que c'est encore un bras de fer juridique qui vous attend ? C'est un bras de fer juridique pour la plupart du temps. Certains propriétaires agissent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, quand le bateau coule, les complications peuvent se multiplier. Exemple sous le Corsair, les câbles optiques de la surveillance du port passent. La facture promet d'être très salée pour le propriétaire. On passe à la politique avec notre page consacrée au territorial. C'est une tradition à chaque campagne électorale. Les drapeaux multicolores sont de sortie tôt le matin dans les communes. Une mobilisation des militants qui ne cachent pas leur enthousiasme à 3 jours du scrutin. Ambiance sur la côte Est et à Papeete avec Natacha Silagi et Marcel Bonneau. Yalana, bonne journée. Ils sont là tous les matins très tôt, en forme, à chacun sa couleur, le tout étant de porter son drapeau avec conviction. C'est important pour qu'on nous voit parce que nous, on est une partie petite, il faut qu'on se montre. Les voix qui portent et les voitures bruyantes font bon ménage. Il faut se faire remarquer au maximum. Vous venez tous les matins là, aussi tôt ? Oui, tous les matins. Et on fait souvent les quartiers. Ouais. Et vous aussi, vous venez le matin ici ? La première fois. Pourquoi vous êtes là alors ? C'est pour nos peuples, pour changer l'avenir. On est venu pour le avenir identitaire, mais... C'est important qu'on voit les drapeaux, qu'on vous voit. Voilà, c'est important aussi et il y a les gens qui nous soutiennent aussi. Et il y en a qui sont aux premières loges, mais pas influencés. Non. On verra le dimanche à qui on doit voter. Même les moins vaillants sont de la partie. Les ronds-points sont le lieu de rendez-vous et les drapeaux, tous de fabrication maison.
C'est un moment important parce qu'il faut soutenir le parti. Donc c'est pas évident de se lever tôt le matin, mais ça fait plaisir d'être là et de pouvoir soutenir. Certains ont choisi de danser sur la route, dans le centre-ville. Les automobilistes apprécient le spectacle. C'est très animé dans la ville, quoi. C'est bien, c'est bien. Ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance, voilà. Ça amène la bonne ambiance et puis ils montrent qu'ils sont déterminés pour les élections. Ça met de l'ambiance, c'est sympa. Voilà, un peu d'ambiance. Voilà, c'est ça, il y a de l'ambiance. Tous les partis misent sur la visibilité, pas question de manquer à l'appel. Des drapeaux pour motiver les électeurs, on saura dimanche si ça a fonctionné. La ferveur sur les ronds-points, la ferveur aussi sur les plateaux télé. Bonsoir René Temeharo. Vous êtes ministre des Grands Travaux et des Transports terrestres en charge des relations avec les institutions. Vous êtes candidat sur la première section des Îles du Vent pour le Tapura Huiratira. Jackie Briand, bonsoir. Vous menez la liste de Heiura Les Verts pour ces territoriales. Vous avez été ministre de l'Environnement en 2011 au sein du gouvernement Temaru. Petite réaction tout d'abord sur l'actualité. Le port autonome s'intéresse de près au corsaire Aremiti. On ne sait pas trop à qui il appartient, mais il va être renfloué. C'est une bonne nouvelle, Jacques Briand? Que le bateau soit renfloué, évidemment que oui. Qu'il soit là depuis 6 mois, là c'est inquiétant. Ça veut dire qu'on connaît le symptôme depuis 6 mois et qu'il a fallu que vous montiez au créneau pour que les premiers éléments de réaction, ou en tout cas d'une réaction active, puissent régler le problème, et on espère le plus tôt possible. René Temeharo, vous êtes directement concerné. Les travaux devraient commencer seulement à la fin de cette année. La procédure est plutôt longue? Oui, effectivement, je confirme que ce n'est pas une petite affaire. Je trouve malheureux qu'on se retrouve dans cette situation. Une lourdeur administrative, surtout. Donc si c'est 6 mois, c'est 6 mois. Si c'est 1 an, c'est 1 an. On ne peut pas être plus royaliste que le roi parce qu'il y a une procédure qui s'impose, juridique, bien évidemment. Et ce n'est pas parce que vous vous êtes déplacé aujourd'hui qu'on s'est inquiété de la mise en place de l'appel d'offres concernant le renflouement du bateau. Et ce qui est pénible, effectivement, c'est qu'il y a 2 entités et on attend la décision de justice concernant cette situation que nous trouvons déplorable. Ça pose justement le problème de la compétence. Une trentaine d'épaves sont recensées dans le port. On pointe souvent du doigt les voiliers, mais de plus grosses unités posent donc aussi problème. Comment accélérer les procédures? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que vous proposeriez si vous prenez sur l'armement local du Finnois, au-delà des voiliers, on sait qui est le propriétaire au moment de l'achat. Quelle est la garantie qu'en fin de vie, on ait les fonds nécessaires pour traiter la fin de vie, quelle que soit la forme ni la taille du bateau? Aujourd'hui, c'est une disposition qui n'est absolument pas intégrée. Vous prenez un véhicule que nous importons aujourd'hui dans le pays. Dès que votre véhicule franchisse les portes de la douane, il y a déjà une taxe dessus. Parce qu'il est prévu qu'en fin de vie, il y ait un organisme qui récupère ces véhicules. Aujourd'hui, au niveau des bateaux, et ça montre à quel point la place de l'écologie et de l'environnement dans la gestion du gouvernement actuel n'est absolument pas la priorité. Ça n'a rien à voir, l'exemple que je vous ai donné. Ce qui s'est passé à Berbera avec ce drame pas possible. Le lendemain, il y avait un jugement. Quelle est la rapidité qui a été portée dans cette affaire-là? C'est la reconnaissance que le délit est suffisamment important. Après se pose la question, est-ce que c'est aussi important de détruire un environnement au seul motif qu'il y aurait une espèce de lourdeur administrative qu'on ne puisse pas faire agir tout de suite? Et donc, c'est une construction de la place de l'écologie au sein d'un choix politique. Est-ce que l'écologie prendra plus de place si vous restez au pouvoir? Je pense que c'est le cas actuellement. C'est une question d'équité. Vous savez, ils ont beau dire quoi que ce soit, il y a des grands principes qu'on doit observer. Lorsqu'on parle des bateaux, des navires qui sont sous la législation de l'international, on parle d'une voiture, ce n'est pas pareil, c'est localement. Et donc effectivement, on ne va pas se permettre de dire, voilà, on va jouer comme les Russes, je dis, bon, on décide. Ben non, il y a des titres de propriété à respecter. Et ça, c'est l'international concernant les bateaux. Donc nous estimons que nous avons fait notre boulot dans le respect, le plus grand respect de la législation, tant internationale que
de la Polynésie française. On va revenir au thème que vous avez tiré au sort pour ce soir, c'est l'évolution statutaire de la Polynésie française. Jackie Briand, vous avez toujours soutenu l'indépendance, pour quelle raison? Je veux juste finir là-dessus. Très rapidement. Oui, très rapidement, ça va prendre 15 secondes. Ce que vient de dire Temiharo est grave. Ça veut dire que les 30 bateaux que vous avez laissés dans votre reportage, ils vont tous couler. Ils vont tous couler. Et on va nous expliquer. On est dans la législation internationale. Enfin, ça suffit. Je reviens à votre question. J'invite tous ceux qui nous regardent à consulter, quel que soit le moteur de recherche, l'article 18 du préambule de la Constitution, de notre Constitution française aujourd'hui de 1946. Qu'est-ce qu'elle dit? Que la France, fidèle à sa tradition, elle est fidèle à cette tradition. C'est ce que dit le dispositif. Elle accompagne les peuples, je fais ça, à acquérir leur pleine souveraineté. À partir du moment où ce droit existe, maintenant, il faut discuter avec l'État. En plus de la disposition d'inscription sur la liste des pays non autonomes à l'ONU, il faut travailler avec l'État pour organiser quel est le corps électoral. Qui va pouvoir voter? Est-ce que c'est le droit du sang? Est-ce que c'est le droit du sol? Est-ce que c'est la connaissance du rio? Donc il faut identifier quel est le corps électoral. Il faut identifier les compétences de l'État aujourd'hui qui sont exercés au Fénois, mais pour l'instant, c'est encore l'État. Ça peut être le dispositif par rapport... Et donc, c'est cette approche qu'il faut avoir. Et il faut arrêter de faire peur aux gens. Avant 2004, il y avait un statut d'autonomie. Ceux qui défendent aujourd'hui l'autonomie, c'est ceux qui, hier, criaient, surtout ceux qui défendaient l'autonomie comme étant des indépendantistes en herbe. Aujourd'hui, ils se raccrochent à ce statut-là. Demain, ils vont se raccrocher à cette évolution, en tout cas, des relations avec l'État. René Temiharo, autonomie, indépendance, est-ce qu'il faut vraiment poser les deux? Est-ce que l'indépendance n'est pas le but ultime de l'autonomie, l'objectif à atteindre de toute façon? Vous savez, il faut être comme saint Thomas. Je les invite à aller voir ces pays français qui sont aujourd'hui indépendants. Voir la douleur de ces pays qui sont à la mainmise des grands pays aujourd'hui. Le dernier en cours, c'est Comores. Il y a eu Vanuatu et tant d'autres encore auparavant. Quelle est leur situation aujourd'hui? C'est la dérive. C'est devenu des mendiants au niveau de l'ONU. Tous les ans, nous allons leur dire au niveau de l'ONU que nous ne sommes pas un pays décolonisé. Nous sommes dans une situation où c'est un gouvernement polynésien mené par des Polynésiens pour une gouvernance avec l'État français. C'est un partenaire. Ces pays qui sont indépendants aujourd'hui, c'est devenu des SDF. C'est devenu des situations à n'en pas finir au niveau de l'ONU. Lorsque je suis allé à New York, j'ai discuté avec ces grands pays. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Vous avez de la chance d'avoir un partenaire avec un statut qui vous permet de faire évoluer les choses. Nous sommes dans cette situation parce qu'à côté, indépendamment de la volonté qui nous anime à être indépendants pour être indépendants, qui paye les fonctionnaires? Qui paye les fonctionnaires? Qui paye l'éducation? 75 milliards, c'est quoi? Ce sont nos petits revenus du fin du mois. Lorsqu'on sait qu'à Vanuatu, c'est 28 000 francs le salaire mensuel à côté de notre SMIC, tu te dis, non mais on est en 2023. C'est un jeu d'arrière-plan aujourd'hui. Jackie Briand, l'indépendance doit faire peur? Oui, mais c'est la manipulation que les autonomistes, dont M. René Temiharo est le porteur, manipulent jusqu'à horrifier l'idée que la souveraineté serait le schéma dans lequel on s'inscrit. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres. Comment rassurer les lecteurs? Oui, voilà. On ne va pas avoir une bataille de chiffres. Aujourd'hui, l'État transfère dans les 75 millions quelque chose comme 200 milliards par an au pays pour divers travaux. Bien. Nous importons pratiquement le même montant, 200 milliards. C'est pratiquement la même chose. La question suivante, où est-ce qu'on va chercher nos importations? 40%, c'est de l'importation qui vient de l'État, enfin de la France. Ça veut dire que 40% des 200 milliards retournent en France. Tu prends ensuite les salaires, puisqu'il est dans les salaires. Vous prenez aujourd'hui le salaire du personnel enseignant du second degré. C'est pratiquement que des Français de métropole. L'argent rentre en métropole. J'essaie d'expliquer rapidement, René, qu'à force de manipuler des chiffres, tu oublies la réalité et que la France ne verse pas cet argent parce qu'il t'aime, par amour de René Temiharo. Rien du tout. C'est parce qu'on est dans une logique qui est de dire la géopolitique de la Polynésie les intéresse. La géopolitique avec la Nouvelle-Calédonie les intéresse. Le monde au-dessus de notre tête où traversent les satellites qui nous diffusent cette information. Nos échanges de ce soir. Ces royalties sont récupérées par l'État.
Sous notre océan, tu sais très bien qu'il y a une valeur pour l'instant dont nous ne souhaitons pas qu'on y touche. Nous sommes opposés à l'utilisation de ce fonds marin. Donc, c'est te dire, si tu portes des chiffres, il faut que tu développes l'ensemble du tableau. Et là, on va avoir un débat qui soit un débat serein. 80% des gens qui sont dans l'éducation, c'est des Polynésiens. 80%, non, tu dis sur 10 000 fonctionnaires d'État, c'est des Polynésiens avant tout. 30%, entre 20 et 30%, ce sont des expats. Donc la question qui se pose, le jour où on sera indépendant, qui va prendre en charge 75 milliards 75 milliards, ne serait-ce que ça. L'État ne peut pas rester partenaire, puisqu'aujourd'hui on parle d'État partenaire plutôt qu'un État colonisateur. Vous avez demandé à la France comment ils ont fait au Comores. On a demandé à la France comment ils ont fait au Vanuatu. Ça, c'est du concret. On ne réinvente pas. Vous savez, si demain nous serons à la porte de l'indépendance, si la majorité demande l'indépendance, vous croyez que la France ne va pas nous donner l'indépendance? Ils sont eux-mêmes en difficulté aujourd'hui. Vous croyez qu'ils ne vont pas nous donner l'indépendance? Vous croyez qu'on ne veut pas d'eux, mais rester partenaires? Donc nous disons non. Nous, les autonomistes, on est clair. On veut construire ce pays en partenariat avec l'État qui nous donne des moyens pour accomplir nos besoins et faisons remonter notre économie. Voilà. Quelle évolution majeure pour le statut actuel? Nous ne demanderons rien. Nous demandons simplement d'utiliser le statut qui nous régit actuellement, faire en sorte de faire évoluer au sein même de nos difficultés, au sein même de nos besoins. On n'est pas allé loin. Regardez la compétence que nous avons là donnée à travers une loi de pays, donnant la possibilité aux communes de pouvoir donc assumer ce qu'ils font déjà sur le social, les subventions aux associations. Aujourd'hui, on donne cette compétence sur, je dirais, cette envie de mieux faire dans une commune. On leur donne ces moyens-là aujourd'hui. Et c'est ça, l'évolution des compétences. Indépendamment de cela, on n'est pas allé plus loin concernant la police. Nous pouvons mettre en place, donc, à travers ce statut, l'évolution. Il y a encore une grande marge de manœuvre. Les pompiers, la sécurité civile, comme en Nouvelle-Calédonie, c'est de la compétence du pays. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais ça fait 10 ans que René... Il nous reste 10 secondes. Oui, ça fait 10 ans que René est aux responsabilités. Toutes les questions qu'il pose, il ne les a pas mis en œuvre pendant 10 ans. Vous pensez qu'il va les mettre dans les 5 prochaines années? C'est un raccourci ce que vient de dire M. Briand. Ah non. Et nous n'avons que quelques secondes. Non, merci c'est un raccourci beaucoup. parce que tant de choses ont été réalisées. Ce qui reste à réaliser, nous ne voulons pas récupérer donc la protection civile ni la sécurité publique. Votre bilan très facilement. Merci beaucoup. Réponse rappelé. Effectivement, nous avons un très bon bilan. Lors du scrutin qui aura lieu donc dimanche. Merci beaucoup. Et parmi les 7 partis en lice, le Amouitaïr Aote Nouna Maohi, à sa tête l'ancien président Gaston Floss. Il n'a pas pu mener la liste puisqu'il est inéligible et c'est Bruno Sandras qui le remplace. Lui qui fait de la politique depuis plus de 20 ans se lance pour la première fois comme tête de liste pour ses territoriales. Il fait son retour dans le parti Orange qui a changé de nom et de ligne politique. Rencontre signée Lucille Guichet et Patrick Tinsig. C'est un meeting sur ses terres, la commune de Papara, qui a vu ses premiers pas en politique. C'était en 2001, lorsque Bruno Sandras est élu maire pour la première fois, sous la bannière du Tahuera. 22 ans plus tard, le parti a été rebaptisé Amouitaïra, sa ligne politique a changé, mais garde sa couleur orange et son leader historique, bien qu'inéligible. C'est un commencement, mais j'ai la chance d'avoir à côté de moi, nous avons la chance d'avoir un joueur hors pair, qui n'est pas sur la feuille de match, Gaston Floss. La loi l'empêche d'être parmi les joueurs, mais c'est un atout pour nous. Et c'est une valeur ajoutée et sa présence, sa vision, son expérience va nous servir énormément. Juriste de formation, Bruno Sandras travaille dans la fonction publique territoriale. Ancien représentant à l'Assemblée, ex-ministre des Transports et de l'Environnement de Gaston Floss, puis député en 2007. Il est élu 3 fois maire de Papara, avant de perdre son mandat dans l'affaire des emplois fictifs. En 2009, il quitte le Tahuera et fonde son propre parti. En 2018, il revient dans le parti Orange. Rebaptisé Amouitaïra l'année dernière, le groupe ne compte aujourd'hui plus aucun élu à l'Assemblée. Le panier de la ménagère, la vie chère, baisser le coût de la vie, nous avons trouvé les moyens de le faire de manière immédiate. Nous n'attendrons pas des mois et des mois. Au premier des conseils des ministres, nous allons prendre des mesures draconiennes
pour que le pouvoir d'achat des Polynésiens augmente et le coût de la vie baisse. Nous avons trouvé les moyens ainsi que les solutions. Sur ces 73 colistiers, le Hamuitaira compte des élus municipaux, des chefs d'entreprise et des présidents d'associations. À son dernier scrutin, les élections législatives, le parti de Gaston Floss avait recueilli 11 700 voix au premier tour. Place à la jeunesse maintenant. Cet après-midi, les représentants des 7 partis en lice se sont exprimés en direct sur le web. Tous avaient moins de 35 ans. Ayata Tarahu et la rédaction web ont innové avec un débat à la fois fun et sérieux. N'hésitez pas à le voir ou le revoir en replay sur le site de Polynésie la Première. Les jeunes se sont-ils désintéressés de la politique? Dans cet extrait, vous allez voir que non. Il y a des dispositifs qui existent, notamment pour ceux qui partent à l'étranger, notamment en France, le passeport mobilité ou aussi l'aide du territoire. Nous pensons qu'il faut revoir les critères d'éligibilité, augmenter les seuils d'éligibilité pour la prise en charge à 100% et voir la possibilité d'une prise en charge à 75% au lieu de 50%. Et financé par qui ? C'est un dispositif qui est financé par le ministère de l'Outre-mer. C'est d'ailleurs un amendement que j'ai proposé lors du PLF Outre-mer qui a été voté, mais pas retenu lors du 49.3. Le Tapura propose effectivement de prendre en charge une partie des intérêts des prêts étudiants. Ce n'est pas tout. Déjà, dans son bilan, on peut compter le passage de 9 mois de bourse au 10e mois. Donc ça, c'est une aide directe qui est arrivée. Ensuite, pour les mamans qui sont devenues parents, il y a aussi une aide de prise en charge des frais de garderie qui est prévue. Pour le logement étudiant, on en prévoit 200 nouveaux. Je crois qu'il y en a 600 déjà à peu près de disponibles. Voilà, on prévoit aussi d'élargir non seulement les critères d'octroi d'éligibilité pour les bourses majorées, mais on va augmenter aussi les types de diplômes qui seront éligibles à ces bourses. Je pense qu'il y a toute une stratégie à revoir aussi par rapport à ça, mais ne serait-ce que le transport en commun terrestre. Pour ceux qui habitent à Tehupo, comment ça se fait que ceux qui habitent même à Tahiti aient besoin d'un logement proche de l'université? C'est parce qu'il n'y a pas de bus. Alors on pourrait tout à fait ne pas avoir besoin d'autant de logements en mettant des bus plus tard le soir, en mettant des bus le samedi après-midi, parce qu'il n'y a pas de bus le samedi après-midi qui monte à l'université, mais aussi dans toutes les autres écoles, que ce soit l'ICEP, les BTS à Taoné, tout ça, il n'y a pas de bus. C'est pas, on ne peut pas payer le bus, c'est juste, il n'est pas là. Et demain matin en radio, ce sera le dernier face-à-face avant le premier tour des élections territoriales dimanche. Moehara Tupana du Tapura Huiratira sera face à Tauhiti Nena du Haumaohi. Les deux candidats débattront sur le thème de la santé. C'est ainsi que se referme notre page consacrée aux élections territoriales. Cette consultation publique à présent pour réaménager Vaiete, 13 000 mètres carrés entre le futur terminal de croisière international jusqu'à la gare maritime. La place Vaiete est symbolique, c'est là que les foules se rassemblaient pour accueillir les navires avant la construction de l'aéroport. C'est là aussi que furent organisés pendant de longues années les concours de chants et danses des fêtes du Chiurei. La place détient aujourd'hui un kiosque à musique. Un questionnaire a été mis en ligne pour permettre à la population de proposer des idées d'aménagement. Écoutez Raymond Chinfo, le directeur de cabinet du ministère des Grands Travaux. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on propose quelque chose de paysager, qui soit convivial et qui plaise à la population. C'est pour ça qu'on lance cet appel à idées et on demande au public d'aller sur la page Facebook du port autonome, de remplir un formulaire et puis de proposer leurs idées. Ce qu'ils veulent voir construit sur cet emplacement de 13 000 m². En parlant de parcours de santé, la direction de l'équipement sous l'impulsion du ministre des Grands Travaux avait envisagé d'aménager la RT6, là où on a conforté le littoral, de faire une promenade piétonne avec la construction d'une passerelle à l'embouchure de la Tiperu, pour passer derrière la place Tuata pour rejoindre le jardin de Paufai, la marina, la place Vaiete et jusqu'à la promenade de Motuta. C'est un parcours de 4,5 km. Le challenge de volleyball a débuté samedi dernier. Comme tous les ans, de nombreuses équipes des îles ont répondu présent. Seul l'archipel des Tuamotu n'a pas été représenté cette année. Mais à 2 jours de la grande finale, le tournoi bat son plein. Aujourd'hui, ce sont les équipes de Hivaoa et de Huahine qui se sont affrontées. Le résumé avec Heyad Itahiata et Patita Savea.
La rencontre opposant les femmes de Hiva-Oa vêtues de mauve aux adversaires du club de Tefareri de Huahine a été dominée par les premières. Elles ont brillé aussi bien en attaque qu'en défense grâce à leur numéro 2 et numéro 3, toutes deux évoluant déjà dans l'un des grands clubs de Tahiti. L'équipe féminine de Hiva-Oa remporte le match contre Tefareri avec un score de 2-7-0. En fait, c'est juste nos défenses qui ont fait défaut et nos réceptions aussi. Ça va. Je suis trop contente de notre équipe, même si on a perdu. Mais je suis fière d'eux. C'est une première. On porte haut les couleurs de Huahine. Le conseil principal, c'est qu'on vient de loin. Donc on ne va pas gâcher tous ces levées de fonds qu'on a fait et seulement jouer. Il faut jouer. C'est tout. Chez les hommes, ce sont les équipes des îles sous le vent qui se distinguent par leur puissance. L'équipe de Huahine, ici en rouge, composée de jeunes joueurs à la fois plus expérimentés et plus dynamiques, a pris l'ascendant dès le premier set face à l'équipe de Hiva-Oa. Difficile, hein? Après on est une équipe jeune contre une équipe qui a déjà beaucoup d'expérience. Et puis voilà, on se débrouille et c'est pas facile, mais bon, on se bat quoi. C'est souvent le problème de la réception qui rend les passes difficiles, les attaques aussi. Donc après en plus il sert fort. Et c'est quoi les consignes? Attaquer. Réception est d'abord la base, réception. Après ça vient l'attaque. S'il y a la réception, il y a l'attaque après qui suit. Voilà. Alors ça c'est un rendez-vous annuel et ceux des îles ils sont pressés de venir ici chez nous. Et nous aussi, on est pressés de les voir parce qu'on ne connaît pas leur niveau, on n'est pas là-bas chez eux. Et là, on voit qu'il y a quand même du niveau dans les îles. Et le haut niveau, moi je dis ici à Tahiti, ça vient de là-bas. L'équipe de Huahine a finalement remporté le match contre Hiva-Oa avec un score de 2-7-0. Elle décroche ainsi sa place pour les quarts de finale prévus demain. La grande finale aura lieu ce samedi à Fataoua. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. En attendant que la justice détermine qui est le propriétaire du navire, le port autonome prend les choses en main concernant l'épave de la Remiti Corsair au fond de l'eau depuis 6 mois. Une fuite d'hydrocarbures a eu lieu le mois dernier, heureusement sans danger majeur pour l'environnement. Un appel d'offres doit être lancé pour renflouer le navire. Au programme de votre soirée sur la première, Paoaura et pour l'honneur d'un fils, un téléfilm. À la une de votre quotidien demain, Tahiti Info, titre « Ces escargots sauvés des JO ». Voilà pour les informations de ce jeudi 13 avril. Passez une excellente soirée sur nos antennes télé, radio et internet. À demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.